je vais appeler maintenant Suzette Delaloge, qui est épidémiologiste, c'est ça? Non, vous êtes quoi? À Gustavo aussi. Oui, ça c'est voilà. vrai, Sur l'effet de la génétique et des gènes sur les cancers. Merci beaucoup. Non, je suis oncologue médical, désolée. Ah, oui. C'est pas un mal. Merci beaucoup. Et donc, puisqu'on est parti dans la cancérologie de précision, c'est assez intéressant de s'intéresser aux prédispositions génétiques qui sont une des façons dont on est rentré dans la cancérologie de précision il y a assez longtemps, au moins 30 à 35 ans maintenant. Et donc, la question que vous m'avez posée, c'est prédisposition génétique au cancer, pourquoi faire? Et je vais rester dans le champ de la prévention. Après, on va beaucoup parler de thérapeutique. Et moi, puisque c'est ce que je fais beaucoup actuellement, je vais rester dans le champ de la prévention. J'ai quelques liens d'intérêt, pas beaucoup. Quel est le concept général? Le concept général actuel, c'est que, en plus on va y revenir, de la prévention en santé publique qui est absolument cruciale, aujourd'hui, il y a un certain nombre de données pour penser que l'évaluation du risque individuel de maladie et de cancer en particulier à un temps donné peut permettre de mettre en place des interventions adaptées qui vont réduire le risque de cancer ou réduire le risque de cancer grave par le dépistage précoce. Donc ça, c'est très complémentaire, on va y revenir tout à l'heure, des approches classiques, vraiment population générale. Un des concepts, et la génétique, c'est une petite partie de ça, mais la génétique qui nous a fait entrer dans cette thématique, c'est qu'en gros, aujourd'hui, il y a à peu près 40% des personnes qui développent un cancer chez qui on aurait pu dire 5 ans avant, cette personne est à haut risque. C'est facile pour le tabac, c'est facile pour la génétique, après c'est un peu plus compliqué, complexe pour d'autres situations. Et l'idée, c'est que pour identifier le risque de quelqu'un à un temps donné, au cours de la vie, on va avoir besoin des déterminants sociaux et culturels qui ont un rôle à jouer, d'un certain nombre de choses absolument non modifiables qui sont l'âge, le sexe et les déterminants génétiques dont on va parler, et puis bien sûr les expositions. Et vous savez qu'entre 1990 et 2023, cette augmentation majeure d'incidence qui a été constatée, qui est très bien décrite par Santé publique France et l'INCa, elle est en partie liée au vieillissement de la population, en partie liée à l'accroissement de notre population, mais elle est quand même énormément liée à des changements de facteurs de risque. Et donc une des idées, c'est de voir comment on peut agir en utilisant la génétique et les expositions, non seulement à l'échelle de la population, mais c'est quand même assez difficile, mais en complément à l'échelle des individus. Et donc là, on va parler aujourd'hui cette partie très génétique qui est une petite sous-partie de cette prévention de précision. Et donc les 3 piliers de l'interception des cancers. L'interception, c'est un mélange de prévention primaire et secondaire. C'est identifier les gens à risque. Il y a diverses façons de faire ça. Détecter précocement soit le cancer, soit la carcinogénèse en cours. Et des mesures personnalisées de réduction des risques qui peuvent être simples ou complexes pour réduire la mortalité par cancer. Et donc, au-delà de cette génétique autosomique dominante dont on va parler, on est en train actuellement de construire une prévention de précision des cancers à l'échelle de la santé publique. Et donc, si on construit les choses, on voit qu'actuellement, on utilise pour notre prévention primordiale à l'échelle de la population, qu'elle soit primaire ou secondaire, les données de l'exposome. Donc on essaie de comprendre qu'est-ce qui fait que les gens ont une augmentation de risque de cancer et d'éviter l'exposition au tabac, à l'alcool, au soleil, aux polluants, à l'obésité, à la sédentarité, etc. etc. Et donc tout ça, ce qui est un peu compliqué. Et la compréhension de la biologie du cancer, elle nourrit tout ça. Et vous avez vu, elle nourrit non seulement la thérapeutique, mais de plus en plus cette prévention primordiale. Le truc intéressant, c'est que là-dessus, on peut ajouter des couches et qui sont développés dans les 20 dernières années, qui sont à la fois les facteurs intrinsèques, âge, sexe, génétique, épigénétique, et des biomarqueurs circulants, qui permettent, comme on a dit, à un temps donné, d'identifier des personnes à risque plus élevé. Et ça, c'est une prévention personnalisée qui doit se concevoir à l'échelle de la santé publique. Donc l'identification des situations à risque, la détection précoce, etc. Et ça va être primaire, secondaire ou tertiaire éventuellement, puisqu'il y a plein de seconds cancers après traitement d'un premier cancer. Et donc ça, c'est un résumé de ce que je vais vous dire après, qui est que cette invention de la prévention de précision, je suis désolée, dans les situations elle a été vraiment développée dans les situations de haut risque. Et donc le premier, ça a été depuis 1995,
les situations de risque de cancer du sein, BRCA1, BRCA2 en particulier. Il y a d'autres gènes après. Et vous allez voir qu'on a des niveaux de preuve relativement bons pour des situations rares, de moyens assez efficaces de détection précoce et de réduction des risques. C'est quoi en prévention le but ultime ? Le but ultime, c'est de réduire la mortalité par cancer. Et donc là, il y a des données de réduction de mortalité par cancer, sauf que ce sont des cohortes, donc on n'est pas sur des études randomisées, mais quand même le niveau de preuve est très bon. Dans le syndrome de Lynch, qui prédispose au cancer colorectal, mais à plein d'autres cancers, on a des niveaux de preuve un peu moins bons, mais quand même une efficacité assez démontrée depuis assez longtemps, surtout pour les mesures de détection qui réduisent les risques, mais aussi quelques mesures de réduction de risques qui sont souvent chirurgicales. Et puis, dans les autres situations génétiques classiques, mais beaucoup plus rares, on a quelques niveaux de preuve, en particulier pour l'IRM corps entier dans les cas de P53. Alors, juste un petit mot. La grande problématique, c'est d'isoler une personne avec une situation de risque élevé. Ce n'est pas une maladie, c'est une situation d'une personne qui est en bonne santé et qu'on va faire en sorte de laisser en bonne santé. Donc toute cette communication, c'est des aspects extrêmement importants. Et donc en cas de risque élevé, je voulais juste mettre une diapo là-dessus, les aspects de communication de comment on explique le risque et comment on va actionner les leviers de prévention de dépistage chez les personnes, c'est très important. Et donc il faut faire une évaluation précise non seulement du niveau de risque, mais aussi de ce que les personnes connaissent, ont envie de connaître, ont envie de faire, etc. Il faut toujours augmenter les connaissances. En soi, ça n'est jamais suffisant, mais c'est indispensable d'augmenter les connaissances pour toute action en santé. Il faut absolument identifier et actionner les leviers individuels des personnes. Ça va être très vrai pour le tabac ou l'alcool, bien évidemment, mais même en situation de génétique, c'est assez crucial. Qu'est-ce que les personnes veulent faire, quelles sont leurs motivations, etc. Et identifier et déconstruire les barrières. Donc c'est beaucoup de travail et les aspects psychosociaux sont absolument majeurs dans ce champ de routine et de recherche. Avec ça, on va augmenter l'auto-efficacité, l'envie de changer sa destinée un petit peu, aider la personne à identifier des objectifs faisables, assurer une décision partagée, c'est toujours partagé, c'est très très important, encore plus qu'en thérapeutique, et mettre en place des programmes de prévention individuelle. Et vous allez voir qu'il y a un certain nombre de mesures qui sont quand même assez drastiques, que vous connaissez déjà évidemment. Alors si on regarde dans le cancer du sein, quelles sont les données les plus récentes ? Pour l'IRM, on a pas mal de recul, il y a eu une douzaine d'études qui n'étaient jamais randomisées. Ces études dont l'objectif principal était toujours la détection, le taux de détection des cancers, avec un comparatif qui était les examens qu'on fait en même temps. Donc on fait une mammographie, une écho, une IRM, on regarde qu'est-ce qui marche le mieux. Les taux de détection étaient, pour le triplé, à peu près de 95%, la mammographie seule, 45%. Donc l'IRM est vite passé à la routine il y a déjà longtemps. Ce qu'on a maintenant à partir de cohortes sont des données qui nous disent qu'on a une diminution de la mortalité à long terme. Elle n'est pas énorme cette diminution, mais elle est quand même très significative. Et elle est un petit peu différente en cas de BRCA1, parce qu'on a une baisse de 80% de la mortalité relative versus BRCA2 où l'impact est moins important. C'est logique parce que dans BRCA1, on a des cancers très rapidement progressifs. On n'augmente pas l'incidence, donc il n'y a pas de surdiagnostic, mais par contre, on baisse la mortalité. Et donc actuellement, si une femme a entre 30 et 65 ans, avec une prédisposition héréditaire, on va faire des IRM mammaires systématiques, des mammographies, un examen clinique des seins, etc. La deuxième option, c'est l'option chirurgicale, si on ne veut pas avoir recours à du dépistage très spécifique. Ça va être une mastectomie prophylactique qui est proposée dès l'âge de 25-30 ans. Actuellement, les données qu'on a, beaucoup de données de vraie vie ou de cohortes prospectives, et les données de vraie vie ont vraiment leur importance majeure ici, un peu comme ce que vous montriez tout à l'heure dans le cancer du poumon, mais en thérapeutique. Qu'est-ce qu'on a comme données de vraie vie ? Actuellement, les courbes d'incidence de cancer du sein et de décès par cancer du sein après mastectomie prophylactique sont dramatiquement différentes. Donc ici, on est sur de l'incidence et on a également un effet sur la probabilité de mourir d'un cancer du sein. Après mastectomie prophylactique, on a moins de 1% de risque à long terme de mourir d'un cancer du sein. C'est un changement radical. Et donc on a aussi un impact de l'annexectomie prophylactique.
Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est aussi un petit peu divergent entre le type de gène BRCA1, BRCA2. Donc il y a un effet, même d'un dépistage ou d'une prévention chirurgicale, peut être relativement différent en fonction du type de gène, en raison du type de cancer qui est induit par ce gène. C'est assez logique, mais la médecine de précision qui va s'étendre à la prévention, ça doit vraiment tenir compte des particularités individuelles à un niveau assez profond. Alors si on regarde au-delà de la prévention, quand même une diapo pour dire qu'en thérapeutique, ça a aussi changé la donne. Évidemment, si une femme a une mutation germinale d'un de ces gènes, on va discuter la chirurgie prophylactique en même temps que la chirurgie thérapeutique. Si une mutation TP53, ça aura un impact sur les choix de radiothérapie en raison de la radiosensibilité dans ces conditions-là. Globalement, il y a peu d'impact sur les décisions de traitement systémique standard, mais on a aujourd'hui des inhibiteurs de PARP qui sont très spécifiques des cancers en conditions de HRD, BRCA1, BRCA2 ou éventuellement PALB2, avec des bénéfices en survie globale en situation adjuvante. Donc il y a eu un développement, on a mis quand même 30 ans à en arriver là, c'est énormément de travail, et donc on aimerait bien que dans le futur les choses aillent un petit peu plus vite. Juste un mot pour dire qu'actuellement se dessinent des approches chez les personnes à haut risque de cancer du pancréas en contexte génétique. Vous savez que le cancer du pancréas, c'est une grosse problématique avec 17-18 000 nouveaux cas par an. C'est une incidence qui augmente très rapidement. Et parmi eux, on a un certain nombre, 10-12% de cancers d'origine héréditaire avec des gènes comme CDKN2A, ATM assez particulièrement, mais aussi BRCA2, BRCA1. Et pas mal d'autres. Les syndromes de Lynch donnent aussi des cancers du pancréas. Et donc actuellement, il y a des études internationales de dépistage par IRM alterné avec l'écho-endo, 1 an sur 2, qui montrent dans un premier temps une diminution très importante des stades au diagnostic. Donc dans pas mal de cancers, ça peut être un surrogate de survie. Dans le cancer du pancréas, on n'a pas trop de données. Mais il y a quand même une diminution majeure des stades au diagnostic. Donc en théorie, un pronostic qui va être quand même bien meilleur. Et des premières données de cohorte. Là aussi, on est pas randomisé. C'est une cohorte, mais avec des contrôles matchés. Donc là encore, les données de vraie vie très importantes où on voit une survie qui est bien meilleure pour les personnes qui étaient dans des programmes de dépistage. Donc ça, c'est assez important avec des niveaux de preuve qui sont quand même encore très précoces, mais des recos internationales qui en font mention, dont les recos nationales. Rapidement, dans les syndromes de Lynch, qu'est-ce qu'on a comme données ? En fait, les données, paradoxalement, par rapport à tout ce qu'on fait en routine pour les syndromes de Lynch, ne sont pas énormes, mais il y a des données de cohorte qui montrent que, en fonction de la date de la dernière coloscopie, le pronostic est très différent dans les syndromes de Lynch. Potentiellement, ça peut changer avec l'arrivée des immunothérapies qui changent un peu le pronostic de ces cancers extrêmement sensibles à l'immunothérapie et en fonction du stade, évidemment, des survies qui sont différentes. Ces données sont un peu anciennes, je pense qu'il faudra revisiter à l'aune de l'immunothérapie, mais ça n'empêche pas que l'effet de la coloscopie est probablement bien plus important chez ces personnes que dans la population générale. Juste un mot pour dire que l'aspirine, en raison des mécanismes de cancérogénèse et du rôle très important de l'inflammation, des processus inflammatoires dans la carcinogénèse des Lynch, l'aspirine a été testée. Vous savez qu'en population générale, les données sont très, très mixtes, souvent négatives, on va dire, alors que sur l'incidence d'adénome et sur la survenue de cancer du côlon, alors que chez les patients à haut risque génétique, il y a une étude qui montre un impact assez intéressant en intent to treat ou per protocole sur la survenue de cancer colorectal. Mais il faut 15 ans de recul pour avoir ces données. Il y a une étude française qui doit, j'espère, confirmer ça, qui, j'espère aussi, va être bientôt publiée. Là, c'est une étude américaine de CAP2. Et dans une autre étude du WHI, non, une autre étude de CAP2, pardon, ils avaient testé l'amidon résistant. Donc chose d'assez simple, assez naturel. Il n'y avait pas d'effet sur l'incidence de cancer colorectal, mais par contre, il y avait un effet sur les cancers autres que colorectal. Donc voilà où on en est. Là aussi, après 30 ans de la connaissance de la génétique, on a quand même quelques données. Mais là, je pense que l'aspect thérapeutique va probablement complètement changer les choses. Et on commence à avoir des premières données
de prévention. Est-ce que l'immunothérapie pourrait être un outil de prévention dans le syndrome de Lynch? Et donc il y a des données assez préliminaires, précliniques, qui semblent indiquer, et puis quelques données cliniques, que ça pourrait avoir un intérêt. Mais quand même, l'immunothérapie, c'est lourd, il y a beaucoup d'effets secondaires. Là, c'était l'effet d'un immune checkpoint blockade sur l'incidence de second cancer. Il y a quelques données françaises aussi. Et il y a de la vaccinothérapie qui est en train d'arriver assez rapidement. Alors, rapidement aussi, en fait, au-delà de la génétique autosomique dominante, j'ai pris l'exemple du cancer du sein, où c'est là qu'on est le plus avancé. Donc, la génétique autosomique dominante, c'est un gène rare avec une pénétrance forte. Et donc, on a d'autres variants qui sont des variants de pénétrance intermédiaire qui confèrent des risques au cours de la vie qui sont bien moindres que les gènes de haute pénétrance. Donc, ATM-CHEK2 pour le cancer du sein, on est sur des risques autour de 20-25%. Et au-delà de ça, on a encore d'autres variants qui sont les polymorphismes. Et vous savez que avec les GWAS, dans les 25 dernières années, il y a eu énormément de travail pour essayer de construire des scores de polymorphisme qui puissent prédire la survenue d'un certain nombre de maladies. Et c'est dans le cancer du sein, dans le cancer de la prostate et un peu en cardio, quoi, c'est le plus avancé. Dans le cancer de la prostate, il y avait un papier tout récent dans le New England Journal of Medicine qui montrait qu'utiliser un score de polymorphisme, ça pourrait avoir un intérêt majeur pour sélectionner les personnes chez qui faire du dépistage. Dans le sein, en fait, on a pas mal avancé, mais les scores de polymorphisme tout seuls, ils ont une AUC qui est autour de 0,65 en population caucasienne encore. Insérer ces scores de polymorphisme à l'intérieur de scores globaux qui prennent en compte d'autres aspects, des données cliniques et puis la densité mammographique, donc des données d'analyse d'image, ça permet d'améliorer bien l'AUC autour de 0,70. Et donc c'est des années et des années de travail pour construire, valider ces scores. Pendant ce temps-là, de façon très intéressante, il y a de l'IA qui est en train d'arriver. Il y a 5 ou 6 compagnies qui développent de l'IA d'analyse d'image. Donc sur la mammographie, c'est aussi valable sur le scanner du poumon bientôt. Et là, il y a la première clearance de la FDA qui a été accordée à un de ces modèles d'IA qui prédit les risques de cancer du sein dans les années qui viennent, juste à partir des images. Et a priori, les performances ont l'air assez équivalentes à ce qu'on peut faire avec un score très complexe. A priori, parce qu'en fait, il n'y a pas de données prospectives aussi importantes qu'on a dans les autres, mais ça a l'air d'être potentiellement très intéressant. Et donc, un aspect majeur, si on veut translater de cette prévention de précision qui est faite chez des personnes à haut risque génétique très spécifique, si on veut translater vers la population générale en disant est-ce qu'on va chercher dans la population générale les gens à risque ? Est-ce qu'on va faire des scores de polymorphisme pour tout le monde ? C'est démontrer prospectivement que ça a un intérêt. Et donc, ou est-ce qu'on va faire de l'IA sur image ? Et donc, on a cette grosse étude qui est coordonnée par la France, qui est la plus grosse étude randomisée au monde, parce qu'il y a une étude américaine, mais qui inclut beaucoup moins de personnes, qui teste est-ce que ça a un intérêt de faire un dépistage du cancer du sein stratifié en fonction du risque de cancer chez les femmes de 40 à 70 ans. Donc il y a eu 6 pays inclueurs, on a fini les inclusions en 2023, on aura les résultats du endpoint principal qu'en 2027, il faut 4 ans de suivi pour tout le monde. C'était des femmes de 40 à 70 ans, donc 53 142 femmes, qui ont été randomisées entre continuer un dépistage standard et continuer un dépistage en fonction de leur risque par un score de risque qui inclut le meilleur score de polymorphisme qu'on ait actuellement. Et donc si elles étaient à risque faible, leur prochaine mammo était décalée dans le temps à 4 ans, à risque moyen tous les 2 ans, à risque élevé une mammo annuelle, voire une IRM en plus. Et donc l'étude est en cours, elle est financée par l'Union européenne et par l'INCA avec le PHRC en France. Et donc je ne peux pas vous donner les résultats pour l'instant, mais elle doit faire la preuve de concept de ça. Un petit mot juste pour dire qu'on va encore rejoindre les SHS, c'est-à-dire que même si nos aspects techniques, technologiques se développent, il faut absolument qu'on s'assure de l'acceptabilité en population, de la faisabilité, de l'équité, de ne laisser personne sur la route et en particulier de l'adhérence des médecins et des professionnels de santé. Donc on a publié plusieurs études sur ces questions à partir de MyPEPS, mais là, une publication récente, c'est est-ce que les professionnels de santé qui sont rentrés dans l'étude, il y en avait à peu près 800 dans les 6 pays, est-ce qu'ils sont à l'aise avec un certain nombre d'étapes de l'étude, en particulier la communication du risque. Donc globalement, ils étaient
relativement à l'aise, mais en fait, il n'y en a que 30% qui sont très confortables. Et donc, pour faire du soin ou délivrer des choses en santé, je pense qu'il faut vraiment être très confortable. Donc, il y a des aspects d'éducation qui vont être extrêmement importants. En termes de prévention, je crois qu'on a beaucoup d'efforts d'éducation à faire dans tous les cas, mais si on rentre dans une prévention plus complexe, ça va être bien plus difficile. Et est-ce qu'ils étaient très confortables ou pas confortables du tout sur informer les personnes sur leurs risques, etc. Donc vous voyez, les très confortables, il n'y en a plus beaucoup. Globalement, on a quand même pas mal de personnes qui sont encore relativement confortables, on va dire, mais il faudrait tendre vers avoir des personnes bien plus confortables que ça pour ce type d'approche. Je vais passer cette diapo-là. Alors actuellement, on a mis en place à l'échelle multicentrique en France des parcours de soins pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut organiser dans le futur cette prévention des cancers de précision. Encore une fois, complémentaire des approches de population en général. Et donc l'idée, c'est qu'en fait, l'identification des personnes à risque, ça doit être vraiment dévolu à la médecine de ville, avant tout aux médecins généralistes, qui peuvent être orientés vers des centres experts, s'ils veulent bien le faire, qui peuvent être orientés vers des centres experts, qui peuvent voir les personnes pour délivrer une information, une éducation de très haut niveau, et ensuite le suivi peut être remis en ville. Et donc pour l'instant, ces centres experts sont soit des hôpitaux, des CHU, ou des centres anticancéreux et quelques cliniques dans notre expérimentation nationale. Et le quatrième pilier, c'est si on entre dans ce type de parcours, évidemment, si on a une suspicion de cancer, on va être pris en charge en urgence. Un aspect très important, c'est l'interface digitale. Donc on a délivré une interface digitale qui sert à tous les patients, qui est une appli et qui sert aussi au centre à monitorer leurs patients, etc. Ces aspects-là sont vraiment cruciaux. Donc on a commencé l'expérimentation en 2021. On a inclus des 2500 personnes à Gustave Roussy et depuis un an, il y a 7 centres qui ont ouvert en France qui sont en train d'inclure des personnes également dans ces parcours, qui sont des parcours globalement de routine, pour des personnes à haut risque génétique de cancer, mais aussi d'autres personnes à haut risque de cancer du poumon, du sein, du pancréas, etc. Globalement, dans les premiers résultats, on a une amélioration dans 40 à 45% des scores WCRF. Donc on travaille beaucoup sur les aspects nutrition, activité physique, les choses qu'on peut changer sur la structure de risque à l'échelle individuelle. On a une adhérence très élevée au dépistage spécialisé et une augmentation vraiment majeure de l'awareness. Donc on est dans les premières étapes avant de montrer quelle va être l'incidence de cancer dans cette population globale de personnes à haut risque. On a aussi du tertiaire après traitement d'un cancer dans l'enfance. On a pas mal de parcours. Et donc, en conclusion, la connaissance des situations de prédisposition génétique a permis des actions multiples et majeures à fort impact chez des personnes à très haut risque de cancer, détection précoce, dépistage, réduction des risques et traitement, bien sûr. Il y a des recherches intensives en cours pour mieux intercepter ces cancers. L'ADN circulant, il y a beaucoup d'efforts circulants qui sont un peu intéressants pour l'instant, moyennement on va dire. La partie modification des expositions, ça reste crucial, et des préventions vaccinales, voire des médicaments dans le futur. Et globalement, l'oncogénétique a permis de faire des preuves de concept et ouvrir le champ de ces approches de prévention de précision. Et donc, mais construire cette interception, c'est assez complexe, il y a beaucoup d'étapes, beaucoup de choses à faire, comme vous avez vu. Juste un mot pour dire que ça intéresse énormément l'Union européenne, parce qu'il y a 3 grandes joint actions qui sont plus ou moins centrées sur ces questions, auxquelles la France, et l'INCa en particulier, participe beaucoup. Et on a pas mal de rôles à jouer. Donc on est dans une phase d'implémentation d'un certain nombre de ces aspects. Donc c'est assez critique pour l'Union européenne. Et même en France, en fait, vous avez vu qu'il est sorti hier, dans les derniers jours, les propositions de l'assurance maladie, et il y a quand même quelques données sur développer une approche personnalisée de la prévention pour sensibiliser chaque assuré. Et voilà. Et donc on a un article 51 qui va démarrer, j'espère, à l'automne pour analyser sur le plan de la routine et de l'implémentation comment de tels parcours peuvent être délivrés à l'échelle nationale large. Voilà. Merci beaucoup.